Bonjour à tous et bienvenue à ce second panel de la journée consacré cette fois-ci au data center et à la souveraineté numérique en Afrique. Quels enjeux pour la sécurité de données? Un sujet qui est à la fois technique, économique, peut-être même politique, parce que je pense que vous allez comprendre très vite avec nos discussions que le sujet est un vrai enjeu et pas forcément le plus simple et parfois le plus complexe même. Pour débattre autour de la table, quatre intervenants de grande qualité et qui ont l'intérêt de regarder les différents aspects qui sont à la fois des aspects techniques, encore une fois évoqués, mais aussi de régulation, de législation et d'économie. Je me permets de vous présenter nos quatre intervenants. Nous avons, alors je le fais par ordre alphabétique, nous avons Alpha Barry. Bonjour Alpha. Bonjour Jean-Michel. Content de vous rejoindre. Eh bien, avec grand plaisir de te revoir. Tu es le président directeur général de Atos pour l'Afrique. Donc, je pense que tu auras plein d'exemples concrets à nous donner de ces sujets de transformation aussi du continent. Absolument. Nous avons aussi Wanilo Médégan Fagla, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information du Bénin. Wanilo, vous êtes avec nous? Oui, c'est bon. Je crois qu'on vous voit, donc tout va bien. Pour l'instant, la technique est avec nous. Je touche du bois. Nous avons Nofal Saoud, qui est le Regional Sales Manager de Dell Technologies. Bonjour Nofal. Bonjour Jean-Michel, un vrai plaisir plaisir partagé. Alors, je ne vous ai pas demandé, vous êtes où géographiquement actuellement? À Casablanca. À Casa. Voilà. Wanilo, je pense que vous êtes au Bénin, normalement, à Cotonou. Et Alpha? Je suis à Dakar. Ah Dakar, voilà. Bon, moi, je suis à Paris. Comme ça, on est dans plein de pays. Et pour terminer, je sens qu'il est au Maroc. Alors, Casa ou Rabat, il va nous dire ça tout de suite. Omar Zegrouchni, qui est le président de la Commission nationale de contrôle et de la protection de la donnée à caractère personnel au Maroc. Omar? Ah, je ne sais pas si vous... Je pense qu'il y a eu un petit souci, il va se reconnecter. Bon, dès qu'il se reconnaîtra, donc je me doute qu'il doit être ou à Casa ou à Rabat, peut-être. Ah voilà, Omar vient de nous rejoindre. Omar, bonjour. Je venais juste de vous présenter. Oui, j'entendais, mais je n'étais pas encore connecté et je suis à Rabat. À Rabat, voilà. Donc, on a une vraie diversité géographique, 5 lieux différents. C'est absolument parfait. Donc, merci à tous les quatre d'avoir accepté l'exercice de ce webinaire. Je vous propose de commencer par peut-être une première vision générale, d'essayer de comprendre aujourd'hui où en sont les enjeux de la souveraineté numérique en Afrique. C'est vrai que c'est un sujet qu'on voit, qui n'est pas récent en soi, mais j'ai l'impression qu'il a pris depuis 12-18 mois. Alors, associé à la crise de la Covid-19, en tout cas, il a pris une vraie dimension et c'est devenu un vrai sujet. Il y a un téléphone, voilà. Je vous demande de vous mettre en mute quand vous ne parlez pas, ça sera plus facile pour éviter les quelques petits soucis. Alpha, je voudrais commencer par toi. Quelle est ta vision aujourd'hui globale des principaux enjeux de la souveraineté numérique en Afrique? Est-ce que tu partages le fait que c'est un sujet qui était certes important, mais alors, depuis quelques mois, je crois qu'il prend une dimension encore plus importante qu'auparavant? Écoute, absolument, Jean-Michel. Et j'ai lu un petit peu ces derniers mois, tout ce qui a été écrit sur le sujet. D'ailleurs, quelques publications que tu as faites toi-même, qui est un grand contributeur dans la réflexion globale sur le digital en Afrique, et bravo pour ça. Le sujet capital, je pense qu'on est quasiment tous d'accord dessus, c'est comment s'assurer de la maîtrise des données liées aux citoyens africains dans les pays, de manière à s'assurer que la donnée de base sur le Sénégalais, le Marocain, l'Ivoirien est fondamentalement contrôlée et gérée dans le pays et ne pas être quelque chose qui dépend d'une gestion totalement exportée à la fois. Alors, je vais le ramener sur deux sujets. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est réellement, et je pense que c'est ce que j'ai lu aussi dans les différentes communications qui ont été faites, l'enjeu, c'est la maîtrise de la donnée relative à nos citoyens. Donc, comment est-ce que cet enjeu se décline? Moi, je dirais en deux parties. La première partie,
c'est comment est-ce que les données relatives à ces personnes sont stockées dans les pays eux-mêmes où résident les citoyens. Je vais pas définir la souveraineté et autres, parce que je pense que ça, on pourrait en débattre pendant des heures, mais globalement, le stockage des données, premier point, et deuxième point, qui est-ce qui gère les données en question? Est-ce que les données, c'est pas parce qu'elles sont stockées à Dakar, au centre data center, nouveau data center qui est à Dakar, à Diamniadio, que forcément, ces données ne sont pas exploitées, manipulées, gérées par des organisations qui sont extérieures et qui pourraient éventuellement en faire usage de façon inappropriée. Donc, l'enjeu, en gros, pour simplifier, c'est vraiment la maîtrise de ces données relatives aux citoyens fondamentalement dans nos pays. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis sûr que les autres copanélistes ont plein de choses à ajouter aussi, puis on aura l'occasion de détailler un peu plus ces points. Oui, tout à fait. Merci Alpha, c'était un bon propos introductif. Justement, tiens, on a la vision de quelqu'un d'Atos, peut-être la vision de quelqu'un d'El qui est aussi présent sur plein de pays dans le continent. Nofal Saoud, est-ce que vous voyez des écarts de votre point de vue dans les différents pays du continent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet qui est assez harmonisé aujourd'hui? Merci Michel pour la question qui reste quand même un sujet d'actualité aujourd'hui, plus qu'à jamais. Effectivement, étant présent sur plusieurs pays au niveau du continent africain, avec des bureaux au Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Kenya, Nigeria et tout, c'est vrai qu'on a vu que le continent africain est en train de se métamorphoser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, et je pense qu'avec les 16 derniers mois, depuis la pandémie de Covid-19, les choses aussi se sont accélérées, puisque du côté, ce qui va nous intéresser dans le sujet, à savoir l'aspect sécurité de la donnée, c'est aujourd'hui le sujet d'actualité sur toutes les tables de toutes les organisations étatiques, gouvernementales, privées, puisqu'on voit une croissance incroyable, exponentielle d'un point de vue cyberattaque. Donc, les pays, au fur et à mesure, notre vision côté Dell Technologies, c'est qu'il y a en fait une certaine disparité d'un point de vue avancement des pays pour pouvoir un peu mettre en place un socle technologique, un socle organisationnel, un socle réglementaire, afin de pouvoir se prémunir, comme l'a dit Alpha, s'assurer que les données vont être gérées de la meilleure manière, de la manière la plus sécurisée et être entre les mains pour éviter qu'elles soient un peu utilisées de différentes manières, illicites et autres. Par contre, ce qu'il faut, je pense, mettre le doigt dessus aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, qu'on soit clair, et ça serait, je pense, utopique de notre part de penser qu'on peut avoir une souveraineté absolue pour des raisons extrêmement simples. Nous n'avons pas les moyens ni financiers, ni technologiques propres au continent pour pouvoir se doter d'une souveraineté absolue. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent accompagner les différents organismes publics, étatiques des différents pays pour pouvoir un peu gérer au mieux cette souveraineté d'un point de vue déjà technologique. On le sait, sur le continent africain, tout ce qui est, par exemple, infrastructure numérique, elle est, si vous voulez, plus issue des États-Unis avec des acteurs qu'on connaît tous, comme les Google, les Microsoft, etc. Mais vous avez également aussi, de l'autre côté, un pays comme la Chine qui intervient au niveau de la mise en place d'un certain nombre, je dirais, sur l'aspect télécom, par exemple. D'où la nécessité pour moi que les organismes, surtout de tutelle, les organismes publics, doivent mettre en place un arsenal vraiment juridique pour pouvoir mieux gérer et mieux canaliser un peu les différentes utilisations de ces technologies-là sur le sol de leur pays. Mais également, je pense qu'à un moment donné, vu cette disparité entre les pays, que ce soit du continent américain, les fournisseurs classiques un peu, si j'ose dire, nous devons s'approprier ces technologies-là et les mettre avec si j'ose dire, avec une espèce de sauce africaine, c'est-à-dire vraiment customiser, personnaliser l'utilisation de ces différentes applications-là, tout en veillant
à l'aspect sécuritaire de la chose pour pouvoir s'assurer qu'elle est utilisée dans le meilleur des points. Maintenant, je pense que je m'arrêterai là, puisque je céderai la main peut-être à d'autres, à mes confrères pour pouvoir donner leur point de vue par rapport à ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore, comme j'ai dit, des disparités entre les pays, mais je pense qu'il y a une volonté commune, même régionale, au niveau de régions comme moi, la CEDEAO, etc., pour pouvoir vraiment aller de l'avant et pouvoir mettre en place des plans communs régionaux afin de pouvoir s'entraider au niveau de ces différents pays africains. Voilà. Oui, merci. Et puis on vous retrouve dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que vous m'ouvrez la voie sur la suite, puisque nous avons la chance d'avoir deux représentants justement d'institutions publiques, donc dans chacune de leurs pays, le Maroc d'une part, le Bénin de l'autre, je pense, sont très sensibles à ces questions. Je vous propose d'aller d'abord au Maroc. Omar, aujourd'hui, quand on évoque ces sujets de souveraineté numérique, il y a le mot souveraineté, donc effectivement la dimension État est importante. Aujourd'hui, au Maroc, quand on regarde cette question, est-ce que c'est juste regarder sous un angle d'enjeux techniques, technologiques, ou est-ce qu'il y a d'autres questions que la technique qui se posent? Et je pense qu'il faut vous démuter, parce que je vous vois, mais je pense que le micro est encore coupé. Voilà, c'est bon. C'est mieux. C'est mieux, c'est parfait, merci. Très bien. Merci. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette notion de souveraineté devient un peu un fourre-tout. Et qu'on ne peut pas faire l'économie de définir ce qu'on entend par souveraineté. Et notamment concernant les données, on ne peut pas parler de souveraineté si on n'opère pas sur une espèce de classification des données pour identifier celles qui doivent être sujettes à souveraineté, entre guillemets, et celles qui sont ouvertes. Et selon le dimensionnement que l'on fait de la classification et de son appréciation, les enjeux peuvent varier de façon phénoménale. Donc il y a d'abord souveraineté sur quoi? Et après, il y a souveraineté pour faire quoi? Et là aussi, il y a différentes graduations. Si la souveraineté, c'est être en mesure de gérer un litige sur une manipulation de données, ce n'est pas vraiment de souveraineté qu'il s'agit, mais de situation d'adéquation entre des territoires sur la manipulation des données et d'alignement des dispositifs juridiques. Et là, ça résout un ensemble de cas. Si souveraineté, c'est avoir accès à des données comportementales de ses citoyens et ne pas les laisser ouvertes par ailleurs, là aussi, il faut une graduation. Si les contrats commerciaux sont suffisamment bien cadrés et que la donnée n'a pas la sensibilité majeure qui ferait qu'on ait besoin de la garder dans sa poche pour pouvoir en parler, c'est quelque chose. Pour l'Afrique, moi je pense qu'il ne faut pas raisonner territoire, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire dans les enceintes de CIUMAG. Il faut raisonner flux et circulation des flux. Et ce qu'il faut protéger, c'est la circulation de ces flux au sein de l'Afrique, ou quand ces flux sortent de l'Afrique pour aller ailleurs, et c'est une chose normale, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui dans des systèmes économiques fermés, et nous devons prendre ça en compte pour ne pas nous retrouver dans des situations absurde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose d'aller au Bénin. Wanilo, quelle est votre vision depuis le Bénin? Est-ce que vous partagez le point de vue que Omar vient de nous expliciter sur ces enjeux de souveraineté, dimension uniquement technique, technologique, ou est-ce qu'il y a également d'autres enjeux derrière? Alors, donc, merci pour cette invitation et merci aux précédents copanélistes qui ont déjà pavé un peu la question de souveraineté. Moi, j'aimerais juste rajouter, en plus du propos du DG Atos Afrique, qui parlait de protéger les données des citoyens.
moi, je classifiais ça, de mon point de vue aussi, au niveau de la protection, n'est-ce pas, des données de l'État et aussi de ce qu'on oublie souvent, les opérateurs économiques. Donc, l'État étant une machine assez forte, va protéger ses intérêts, va protéger les utilisateurs, mais souvent, on va oublier les opérateurs économiques à qui on va laisser un peu à leur propre destinée. Et je pense que ça reste quand même la responsabilité, de la même manière qu'une sécurité nationale, pour un État de paver, en tout cas d'aider les opérateurs économiques aussi dans cette réalisation de leur souveraineté. Alors, nous parlons de souveraineté, nous parlons en fait de garder le contrôle sur le destin, n'est-ce pas, de nos données, de nos services, de ne pas les livrer au profit d'entités dont l'intérêt n'est pas général, ou en tout cas, l'intérêt n'est pas le nôtre national. Et la question se réfléchit donc sur différents axes. On a l'axe technologique, bien évidemment, qui est central. Ça passe par effectivement la maîtrise de la technologie. Par exemple, et ça, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a des géants venant d'ailleurs. On a des GAFAM, on a même des industries, par exemple, dans nos data centers, qui sont pour nous des leviers de souveraineté. On va avoir des équipements de constructeurs qui ne sont pas bien du tout. J'ai vu un peu une polémique se lever quand le Sénégal a lancé son très beau data center, construit en travaillant avec le partenaire Huawei. Les boucliers se sont levés, le Sénégal donne ses données à Huawei, alors qu'il n'y a pas un constructeur africain de la gamme de Huawei. Donc, la maîtrise de la technologie est un des axes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse à l'échelle continentale. Et ensuite, il y a la production du contenu, c'est-à-dire que on a ces GAFAM qui offrent des services, qui créent une extraterritorialité, où les États n'ont plus aucune capacité. Aujourd'hui, si Google est capable de dire les habitudes de M. Jean-Michel Huet, où il dort, où il travaille, où il va tous les jours, l'État français n'en est pas capable. Donc, ça crée cette problématique-là de supériorité par rapport aux États. Et il faut réfléchir à ça. Et on a les aspects les plus évidents qui sont, par exemple, la localisation des données, leur protection, comment elles sont exploitées, comme disait le DG Atos, et comment elles sont protégées. Donc, au Bénin, effectivement, on réfléchit sur la question, sur l'axe technologique, mais on réfléchit aussi sur l'axe réglementaire. Et j'aurai le temps d'en parler un peu plus loin au travers de différentes initiatives qui sont prises ici pour ne pas se concentrer seulement sur le volet technique, mais sur d'abord cette base obligatoire qui est la base réglementaire. Merci beaucoup et merci aussi de protéger mes données personnelles ou d'aller dans son sens. Merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu, de poser un peu les éléments du débat. Et maintenant, je voudrais qu'on rentre plus précisément sur ce qui est le cœur de notre question du jour, hein, c'est la sécurité des données et savoir si c'est vraiment un enjeu aujourd'hui qui est sous contrôle, même si vous avez déjà tous commencé un petit peu à aborder la question. Naoufal, vous qui avez une vision encore une fois dans plusieurs pays, on dit que les données, et c'est un élément, c'est un pilier de tout ce qui est numérique, digitalisation, quel que soit le mot qu'on utilise. Comme vient de le dire Wanilo, c'est un véritable enjeu, celui de la sécurité de la donnée, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut favoriser cette sécurité de la donnée? Est-ce que c'est uniquement des questions de normes, de lois, organismes de surveillance? Comment on fait concrètement si on veut garantir cet enjeu de sécurité des données? Parce que personnellement, je n'ai pas non plus envie que l'État ou des individus connaissent tous de moi non plus. Absolument, Jean-Michel. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, l'Afrique aujourd'hui est en train de vraiment amorcer cette digitalisation à travers vraiment plein de pays, chaque pays avec sa propre vitesse, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire parce que la numérisation, la digitalisation des services publics et autres sont devenus énormément importants. Et ça s'est démontré encore plus durant cette période de Covid-19 où on a eu, même dans des pays, un développement qui a permis en une année de faire ce qu'un pays pouvait faire de manière normale sur 3 ans ou 4 ans. Donc, ça montre un peu vraiment la criticité de faire cette digitalisation. Néanmoins, lorsqu'on augmente
je dirais, le niveau de digitalisation de nos services publics, de nos entreprises, fatalement, vous avez une plus grande surface de risque que vous allez avoir par rapport à des risques inhérents d'attaques qui vont venir pour récupérer de la donnée, pour faire de la destruction de données, pour pouvoir vraiment, je dirais, faire des choses pas bien au niveau pays, au niveau organisation, etc. Et on a vu ça. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on puisse voir dans je dirais, la presse spécialisée ou ailleurs je dirais des cyberattaques de grande envergure qui ont touché aujourd'hui, et c'est ça un peu je dirais la vraie problématique, ça ne touche pas que les grandes entreprises ou les petites, mais et aussi tous les verticaux, c'est-à-dire depuis le secteur financier, en passant par l'assurance, en passant par la distribution et tout. Je pense que vous avez entendu parler il y a quelques jours, même un réseau de magasins de distribution en Suède a été frappé de plein fouet par une attaque de type ransomware qui a mis un blackout total par rapport à ce réseau-là. Donc, vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement, extrêmement grave. Et pour revenir au continent africain, il faut savoir une chose, c'est que sur les 50 pays un peu que compose un petit peu notre continent, il n'y a que 15 pays qui ont réellement une stratégie de cybersécurité. Ça en dit beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore, je dirais, un gap énorme et que des pays n'ont pas encore mis en place un certain nombre, je dirais, une vraie stratégie déjà nationale issue d'une volonté politique, gouvernementale. D'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Michel, tu l'as dit, parce que ces aspects politiques aussi sont intimement liés par rapport au développement, je dirais, de la digitalisation, mais également de la partie cybersécurité. D'un autre côté, pour le dire, on connaît tous la convention de Budapest sur la cybersécurité. Uniquement 6 pays africains l'ont ratifié. Ça en dit long aussi sur le sujet. Quand il s'agit de la convention de l'Union africaine pour la cybersécurité et les données à caractère personnel, donc là aussi, il y a uniquement 5 pays qui l'ont ratifié, sachant qu'il faut au moins 15 pays au plus. Donc, vraiment, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de pouvoir faire un travail régional, pas seulement au niveau de chaque pays, parce qu'on a par contre des pays qui ont réussi à faire des pas de, je dirais pas des pas de géant, mais vraiment des pas assez importants. La preuve en est, je parlerai par exemple de l'Union internationale des télécoms aussi, qui sort un baromètre annuel sur l'état de la cybersécurité au niveau de ses membres. Et parmi ces membres, il y a beaucoup de pays africains, d'accord. Sur le baromètre de 2020, il en a ressorti quand même que 50% des pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest ont réussi à progresser, à avoir un meilleur scoring sur 2020 par rapport à l'année précédente. Ça en dit long parce que ces pays-là ont réussi à amorcer depuis quelques années une vraie stratégie de cybersécurité en mettant en place un arsenal non seulement juridique, mais organisationnel, création d'entités comme les CERT, etc. Donc, pour revenir à ce sujet-là, je pense que c'est une pyramide, en fait, d'un certain nombre d'actions qui doivent être menées pour pouvoir assurer cette souveraineté tout en assurant la sécurité des données des différents pays. Et tout à l'heure, si Omar on a parlé, c'est-à-dire ce qui doit être protégé également, c'est pas là où résident les données, mais également lorsque les données circulent entre les différents organismes, entre les différentes entités, etc. Parce que là aussi, c'est là où on a quand même des cyberattaques qui peuvent subvenir et on va récupérer ces données qui peuvent être très sensibles, voire même, je dirais, assez importantes par rapport à un pays ou une organisation, etc. Donc là, typiquement, des pays comme, je citerai le Maroc, a réussi quand même, depuis, il faut remonter le temps, depuis 1999, on a mis quand même en place presque 5 plans numériques qui se sont succédés. On a réussi quand même à mettre en place un arsenal juridique extrêmement étoffé, avec le dernier, parmi les dernières lois, la fameuse loi 0908, que Sierra connaît très très bien, mieux que moi, pour la protection des données à caractère personnel. Donc à mon sens, il y a aussi un aspect extrêmement important sur lequel nous devons aussi bâtir des efforts, non seulement le financement, et tout à l'heure, M. Ouanito en a parlé, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à la merci de technologies qui viennent de l'extérieur du continent africain, et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudra se mettre de manière beaucoup plus, je dirais, groupée au niveau des différents pays africains pour s'entraider et mutualiser un peu nos efforts,
notre capital humain, qui est extrêmement important, parce qu'on oublie ça. Il n'y a pas que la technologie et les process, mais l'aspect humain est extrêmement important. Et nous avons, je pense, un vivier de bonnes ressources au niveau de l'IT et au niveau de la cybersécurité. Certes, pas assez pour pouvoir dresser toutes les problématiques et les besoins du continent africain, mais on a quand même un vivier qui peut être utilisé je dirais dans une bonne optique afin de pouvoir aider à mettre en place, développer des logiciels propres au continent africain et essayer, du moins, dans la mesure du possible, ne serait-ce que partiellement, essayer d'avoir cette, je dirais, indépendance par rapport à un certain nombre de briques au niveau du système d'information de nos entreprises et de nos gouvernements, etc. Donc voilà un petit peu ce que je peux donner par rapport à ces aspects-là. Non, merci, c'était très très complet. Je propose, allons au Bénin. Wanilo, est-ce que vous pensez être dans les 15 pays qui étaient évoqués à l'instant? Et quel est selon vous le degré de maturité du Bénin par rapport à ces questions-là, que ce soit d'un point de vue technique, arsenal législatif, réglementaire, maturité d'ailleurs aussi des compétences, hein, ça a été évoqué. Voilà. Comment vous situez-vous d'après vous? Alors, merci beaucoup. Ça va être une question un peu facile parce que le baromètre qu'a évoqué M. Naofal tout à l'heure, qui est celui de l'ITU, le Bénin se retrouve dedans avec une bonne progression. Il faut dire qu'en 2016, nous étions autour de la 146e place et qu'aujourd'hui, en 2021, on est à la 56e place à l'international et on est en 6e position sur le continent africain. Tout ça part d'un ensemble d'initiatives. Donc déjà, par exemple, la première chose, notre tout premier atout là-dessus, c'est au niveau réglementaire, c'est le code du numérique. Et ce code du numérique, par exemple, vient donner des instruments aux hommes de loi pour qualifier tout ce qui est crime de cybercriminalité, tout ce qui est cybercriminalité, mais vient donner des dispositions aussi sur la protection des données personnelles et aussi sur la cybersécurité. Et c'est au niveau de la cybersécurité qu'il est créé justement une agence nationale de la cybersécurité, de la sécurité et système d'information. C'est l'agence aujourd'hui dont j'ai la responsabilité. Et donc, l'une des toutes premières actions que nous avons prises, c'était justement de mettre en musique toutes les différentes initiatives qui pourraient être de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité. Parce que la question devenait une préoccupation pour beaucoup de personnes et on ne voulait pas que les efforts se fassent pas dans un cadre harmonieux. Donc, on a réuni tout le monde autour de la table avec l'appui de l'UIT et on a rédigé cette stratégie qui aujourd'hui est pour nous une feuille de route au niveau national sur 3 ans avec 5 axes différents. Et ces 5 axes, en fait, je pense que c'est intéressant de les citer parce que ils sont un peu réels pour les pays de la région. Donc, je parle de la protection des systèmes d'information au niveau national, la protection des infrastructures critiques, la lutte contre la cybercriminalité, sans oublier le renforcement du cadre juridique et réglementaire dans ce domaine-là, la promotion de la confiance numérique, le développement des compétences et la culture de la sécurité numérique, la coordination nationale de toutes ces actions et la coopération internationale. Donc, la mise en œuvre de cette stratégie a démarré en 2020. Elle a démarré au début de l'année 2020 et il y a pas mal de choses qui ont déjà pu être réalisées. Je pense notamment à l'opérationnalisation du BJC-CIRT, qui est l'équipe gouvernementale et disons même nationale de réponse aux incidents de sécurité informatique, qui, avec ses efforts et sa maturité très vite acquise, Et là, il y a quelques astuces comme un peu de courage, le fait de commencer petit, le fait de travailler avec de l'open source, etc., qui nous ont permis rapidement de prouver notre maturité et d'être acceptés au sein du FIRST, qui est le forum, la fêtière des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique. On a une PKI, qui est donc une Public Infrastructure nationale, qui est exploitée au niveau de l'ANSSI, et qui couvre plusieurs usages comme les titres sécurisés, les e-services, etc. Donc, elle est assez riche. On a un laboratoire d'investigation numérique qui est en train de se renforcer constamment. On a aussi quelque chose de très important qui est une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est un bon petit tsunami dans tout ce qui est SI niveau étatique.
on ne peut pas oublier la politique de protection des infrastructures critiques, parce qu'on est en train de mettre en œuvre pas mal d'infrastructures telles que des centrales électriques, de moderniser les ports, les aéroports, et il est nécessaire que ces infrastructures-là soient protégées. Donc, autant d'initiatives, n'est-ce pas, que nous sommes activement en train de mettre en œuvre pour renforcer même notre souveraineté en termes de données, de localisation des données. On a récemment, donc un peu dans la même veine que nos pays frères du Sénégal et du Togo, un peu avant, lancé aussi, mis en phase de production ou de pré-production au moins, notre data center national. Donc, c'est un peu le moment, hein, c'est un peu le tempo fort au niveau de nos pays. Donc, on a lancé ce data center qui va être un peu le hub de concentration de toutes les données, au moins au niveau de l'État et aussi un peu pour le secteur privé. On a notre point d'échange qui nous permet finalement de garder la donnée un peu en local et pas mal d'initiatives pour se connecter, n'est-ce pas, sur la région. Parce que ça aussi, c'est un problème de souveraineté. Le continent africain produit trop peu de données et ça a un impact terrible dont on ne se rend pas compte, autant sur les mentalités, les cultures, le contenu qui est consommé et diffusé, sur lequel nous n'avons quasiment aucun choix, aucune alternative. Et même jusqu'au coût d'Internet. Si l'Internet est aussi cher, c'est parce que nous ne pesons rien dans la balance pour négocier nos prix de peering, des choses comme ça. Donc, ce manque de production de contenu est une vraie problématique que j'adosse à la question de souveraineté parce que ça met notre destin dans la main des autres, en fait, finalement. Donc, il y a aussi un aspect assez intéressant que Naufal a évoqué tout à l'heure, qui est les conventions. Donc, nous œuvrons activement à faire adhérer, en tout cas ratifier notre pays à ces deux conventions, celle de l'Union africaine qui est déjà signée et celle de Budapest où nous avons déjà reçu le statut de pays observateur. Et donc, les diligences locales sont en cours parce qu'on a un code du numérique qui est assez adapté déjà à ces conventions-là. Donc, on n'a pas de travail de refonte des textes locaux. Et du coup, on a un boulevard ouvert là-dessus. Donc voilà, je peux m'arrêter là en termes de niveau de maturité du Bénin sur ces sujets. Merci, c'était excessivement complet, ça donne une super vision de ce que vous faites au Bénin. Mais merci beaucoup. Alpha, c'est toi qui as une vision quand même continentale, hein, qui voit bien tout ce qui se passe, et bien même au-delà du continent, je pense. Quelles sont pour toi les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre justement pour cette question de sécurité de données, de cybersécurité en général? Alors, merci Jean-Michel pour la question. Le sujet, c'est quand j'ai vu le programme de ce webinaire et que j'ai regardé un peu cette question un petit peu, je me suis dit, nous, plutôt continent plutôt fragile et disposant de moyens plutôt faibles, comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un contexte mondial où, quand on voit tout à l'heure, je crois que c'est M. Naufal qui évoquait ce qui s'est passé avec l'éditeur américain qui a été attaqué par une cyberattaque violente qui a provoqué non seulement des soucis dans sa propre organisation, mais aussi dans ses clients, puisque cette entreprise a pour objet de surveiller des ordinateurs à distance et elle a été attaquée par une cyberattaque puissante qui a fragilisé ses clients. Pour revenir sur le continent africain et pour répondre précisément à ta question, ce que je peux dire moi, c'est que dans la plupart des organisations africaines, ou d'ailleurs en dehors de l'Afrique, il y a un type de procédé qui permet de contrer ces risques qui existent partout. Ce sont des organisations qui ont évolué dans le temps. Alors, je vais utiliser des termes un petit peu barbares peut-être, mais ce qu'on appelle un SOC. Un SOC, c'est un Security Operations Center. C'est une organisation qui permet de recevoir et de tester de façon continue toutes les interventions qui interviennent, tout ce qui intervient dans le système d'information de nos clients. Donc, ça veut dire quoi, pour faire simple? Atos, nous disposons d'un SOC, par exemple, au Maroc,
Et ce SOC permet pour tous les clients qui sont à l'intérieur de ce SOC, qui sont pilotés par ce SOC, de tester en permanence et de contrer toutes les menaces qui existent et qui arrivent sur le système d'information. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que l'on fait pour plusieurs de nos clients. Et il y a plusieurs entreprises qui le font. Encore une fois, il ne s'agit pas que à tous. Et ces SOC ont été désormais même améliorés de façon à ce que les choses se fassent de façon automatique. Au SOC, dans le passé, c'était plutôt des manuels. C'était quelque chose qui se faisait, on testait ce qui arrivait sur le système d'information. Désormais, on appelle cela des MDR. Alors, j'ai prononcé ça à des amis qui m'ont dit que ça voulait dire mort de rire. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire mort de rire. ça veut dire manage, detect and protect and react, pardon. Et ça veut dire en gros que ce sont des solutions encore plus avancées qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui savent prévenir, qui savent anticiper et qui savent détecter une attaque qui se produit sur un système d'information. Donc, pour répondre à ta question, je crois que l'Afrique a besoin également de ces types de services qui sont proposés par des organisations qui ne sont pas forcément des organisations comme Atos, mais il y a des opérateurs télécoms qui proposent des SOC. Donc, ça, ce sont des outils, pour moi, qui sont des outils standards, qui sont internationaux, et qu'il faut aussi qu'on développe dans nos pays. Le deuxième volet que je voudrais ajouter pour répondre à ta question, Jean-Michel, c'est le volet des compétences. Et là, ça a été évoqué aussi par les panélistes, c'est que si tous ces outils sont gérés par des SOC qui se trouvent en Inde, qui se trouvent en Europe et qui contrôlent les attaques qui sont sur le système d'information, ça veut dire là aussi qu'on perd de la souveraineté et qu'on rate un peu la capacité de réagir sur ces dangers qui nous menacent. Atos, on a décidé il y a déjà 3-4 ans de créer une équipe dédiée à la cybersécurité ici au Sénégal et qui est dirigée par un jeune homme qui a une vraie expertise sur la question. Donc, l'idée, c'est de travailler sur tous nos clients, et soit de passer par ce qu'on appelle, donc je disais tout à l'heure, des SOC ou des MDR, mais qui se font aussi, qui sont des solutions qui se font sur le cloud. On n'est pas obligé d'investir lourdement. Il faut que ce soit un cloud qui soit, si possible, souverain. Mais on a des experts qui sont ici à Dakar et qui ont la compétence pour proposer à nos clients toutes les mesures, toutes les solutions pour prévenir les attaques cyber sur leur système d'information. Voilà, en gros, ces deux piliers, des outils standards SOC MDR et des compétences. Et pour moi, le défi, il est vraiment dans les compétences. Merci beaucoup, Alpha. C'était très, très clair. Omar, je voudrais un peu connaître votre vision de la situation au Maroc. Pareil, niveau de maturité. Notamment, est-ce que l'arsenal législatif, pour vous, est suffisant ou faut-il aller au-delà? Et puis, peut-être des points aussi évoqués par les autres panélistes autour, notamment, des compétences, par exemple. Merci. Sur le plan des textes, je pense que l'essentiel est là. En cours d'évolution à certains moments, mais l'essentiel est là. Par rapport aux textes internationaux, nous avons Budapest et depuis la semaine dernière, le Conseil des ministres a validé l'adhésion à la Convention de Malabo, puisque vous savez que le Maroc est en train de réactiver son positionnement en Afrique au niveau de différentes instances. Et donc, le Conseil des ministres de la semaine dernière a validé le principe de l'adhésion à la Convention de Malabo. En interne, nous avons certes la loi 0908, mais nous avons aussi la loi 0520 qui a rafraîchi le dispositif sur la cybersécurité et tout le périmètre qui est géré par la DGSSI au Maroc, donc l'équivalent des ANSSI que l'on trouve ici et là. Puisque la confiance numérique repose sur deux types de piliers. Un pilier de type, entre guillemets, juridique,
en amont, protection des données. Donc là, au Maroc, c'est la CNDP, et tout ce qui va être technique et organisation d'importance vitale, et ça, c'est le périmètre de la DGSSI. Donc, quelque part, sachant aussi que la loi 0908, nous sommes en train de travailler sur un projet de refonte pour avancer, clarifier et intégrer de nouvelles dispositions de bonnes pratiques internationales que l'on peut trouver ici. Donc, au niveau des textes, c'est la dynamique est bien lancée. Et on dirait que, ou je dirais que l'important dans ce genre de choses, c'est d'être dans la dynamique. C'est pas d'avoir un texte et de l'appréhender de façon statique et puis rester collé au texte, mais c'est plutôt, comme disent les juristes, considérer l'esprit de la lettre, l'esprit du texte et avancer de façon opérationnelle. L'autre pendant, c'est bien sûr les différentes technologies qui arrivent les unes derrière les autres, mais là encore, il ne s'agit pas de vouloir réglementer ou juguler telle ou telle orientation technologique, mais plutôt de s'intéresser aux usages. Une voiture, si vous l'utilisez à 180 km/h, ce n'est pas la même chose que si vous l'utilisez à 60 km/h. Le problème, ce n'est pas la voiture, le problème, c'est la façon avec laquelle on va s'en servir. Et cela nécessite une prise de conscience citoyenne de l'impact de certains usages sur les éléments de sécurité de données et de l'impact de la sécurité des données de façon large, que ce soit aussi bien celle à caractère personnel et sur le plan juridique que d'autres données sur notre contexte, notre quotidien. Sur cette prise de conscience, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien au niveau de l'usage citoyen commun que de la façon avec laquelle certains porteurs de grands projets ou décideurs peuvent avoir du sujet. Donc il y a de la sensibilisation, de l'explication et du partage à organiser. Après, il reste la dimension liée aux compétences en tant que telles. Et là, là aussi, c'est un travail important à structurer parce que nous ne sommes plus, comme dans les siècles derniers, dans une dynamique d'évolution qui permettait ou qui peut permettre au grand-père de faire le même métier que son petit-fils. De nos jours, la même personne dans sa vie peut être amenée à évoluer, à changer de métier ou à changer de paradigme. Et donc, c'est une nouvelle façon d'appréhender l'apprentissage, la gestion des compétences et la nécessité de développer une bonne maîtrise d'un certain nombre de sujets au niveau des, je dirais pas au niveau national, je dirais au niveau des différents sites d'usage. Après que les sites d'usage soient national, régional ou international, c'est cette méthodologie d'approche, de nouvelles méthodes d'apprentissage qu'il faut considérer. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir rappelé le rôle important des usages dans toutes ces questions-là. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Ma dernière série de questions pour vous quatre, c'est d'essayer de se projeter dans l'avenir et de voir avec vous quels sont les prochains défis autour de la sécurité des données comme enjeu de la souveraineté numérique. Retournons au Bénin, je vous propose. Wanilo, quels devraient être selon vous les prochains axes d'amélioration des systèmes d'information publique? Parce qu'ils sont au cœur quand même de ces enjeux de sécurité de la donnée. Absolument, absolument. Donc, une initiative que nous, on commence à expérimenter ici et qui, je pense, est une bonne initiative, sinon on ne l'aurait pas expérimenté, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc, c'est en fait un document de politique qui vient harmoniser tout ce qui est mis en œuvre en termes de sécurité des systèmes d'information au niveau des SI étatiques pour emmener le niveau de sécurité à un niveau acceptable. Vu qu'on est convaincu, je pense que je n'apprends rien à personne
en disant qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, vu tous les géants qui tombent tous les jours pour telle ou telle attaque. Mais l'idée, notre rôle à nous, c'est quand même de s'assurer que ça ne soit pas trop facile pour les personnes malveillantes quand même. Donc, d'arriver à un niveau de sécurité acceptable. Et si j'essaie d'extrapoler un peu l'état des lieux au niveau des SI étatiques africains, la cybersécurité a souvent et trop longtemps été l'enfant pauvre de toutes les initiatives, même si quand même depuis quelques années, c'est de moins en moins vrai. Les investissements qui ont été faits jusque-là n'ont pas encore été assez satisfaisants. Et globalement, on a des systèmes d'information assez poreux. J'aurais même tendance à dire que quelque chose qui nous sauve, c'est la non-digitalisation. Donc, c'est la proportion de services digitalisés qui nous garde encore à l'abri de toutes les attaques. Mais comme on digitalise à grands pas, n'est-ce pas, et qu'on ne prend pas toujours la mesure de la sécurité qui va avec, on risque de tomber dans des pièges assez critiques pour des États. Je voyais encore tout à l'heure une vidéo de personnes sur le dark web qui tradaient des données d'un ministère ghanéen. Et donc, bon, alors tout le monde est victime. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que le Ghana qui est victime, mais c'est qu'on commence à être touché aussi. On commence à être victime de toutes ces choses. Donc, quand on parle de politique de sécurité et des systèmes d'information de l'État, c'est pour la sécurité aussi pour la souveraineté. Chez nous, on a décidé d'aborder dedans un ensemble au travers de plein de règles et plein de domaines et d'objectifs. On a décidé de tacler les problèmes, par exemple, en prenant des règles telles que la formalisation et l'obligation d'avoir un RSSI désigné et formé suivant une politique de RH, recrutement, formation, background check et tout ça, d'avoir un RSSI dans toutes les structures d'État, institutions, agences, ministères, sociétés d'État et toutes ces choses-là. Donc, déjà, d'avoir un RSSI qui sera le responsable de la mise en conformité avec cette politique, c'est déjà le premier pas et c'est la règle la plus critique en fait de toute cette politique. Ensuite, on a plein de dispositions qui couvrent la mobilité. Puisqu'on a eu le cas de Covid, du coup la mobilité, le travail à distance ont été pris en compte. Tout ce qui est BYOD, parce que ça, c'est un vrai problème qu'on observe dans nos administrations, c'est-à-dire d'avoir des gens qui rentrent dans les réseaux avec leurs ordinateurs portables parce qu'ils n'ont pas eu d'ordinateur, avec les téléphones portables se connectent au réseau de travail. Donc, de cadrer toutes ces choses-là, par exemple, l'utilisation des yahoo.fr, des gmail.com dans le cadre du travail, tout ça sera désormais banni une fois que la politique de sécurité sera mise en œuvre. En parlant de souveraineté, il y a un autre volet qu'on a voulu tacler là-dedans. Donc, il y a un certain nombre de prestations telles que des audits de sécurité annuels qui seront obligatoires pour ces entités-là. Ces audits doivent être faits par des fournisseurs connus de l'État, donc qui vont passer un processus de qualification. Et une des conditions pour être qualifié, c'est d'avoir un certain quota de vos techniciens qui soient béninois, de nationalité béninoise. Donc, avec ce genre de mesures, on va finir par recruter comme RSSI, toutes ces personnes qui ont fait des formations de RSSI, mais qui finissent web développeurs, on va finir par les recruter et puis les former. Donc, les firmes internationales vont devoir investir dans les compétences locales au lieu de venir juste délivrer du service et repartir. Donc, on va commencer à capitaliser sur toute cette expérience venue d'ailleurs, puisque la compétence, même si aujourd'hui on a des jeunes très talentueux, et on en a souvent la preuve ici au Bénin par leurs résultats sur la scène internationale, on va quand même pouvoir tracter tout cet écosystème-là. Donc ça, c'était un premier point pour tout ce qui est en termes d'harmonisation. Bon, bien sûr, il faut aller au-delà en termes de schéma directeur pour renforcer vraiment les initiatives. On a les compétences, on a aussi le renforcement, n'est-ce pas, de ces systèmes d'information par les investissements. Donc, effectivement, on en vient de citer dans les 2 derniers mois 3 pays qui ont lancé des data centers nationaux. Ça fait un data center national, mais qui a besoin rapidement d'une redondance. Si les objectifs et les ambitions sont atteints, on est obligé de penser la redondance, de penser résilience au niveau national. Donc, il ne faut pas que nos dirigeants rechignent, en tout cas, ou soient effrayés par le coup
alors qu'ils viennent de dépousser des milliards pour mettre en place un premier data center et qu'on leur demande tout de suite de se relancer dans la mise en œuvre d'un deuxième data center pour avoir plus de services et plus de résilience en tout cas. Donc, résilience, c'est un peu ma porte de sortie dans ce discours. Souveraineté, sécurité, résilience, c'est quand même aussi une des composantes clés de toutes ces questions-là. D'accord, très bien, c'était effectivement très très clair. Si on va au Maroc maintenant, Omar, vous avez parlé tout à l'heure de l'usage, des prises de conscience des citoyens. Est-ce que vous voyez d'autres axes de travail au Maroc dans les prochaines années sur ce sujet de la sécurité des données? Je pense qu'il faut vous démuter. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, je pense que c'est un axe, en fait. C'est quelque part comme si on considérait le modèle OSI. Vous avez les différentes couches. Là, on est quelque part en train de parler de la couche 3 à plus bas, de la couche transport à plus bas, alors que l'essentiel, c'est la couche des usages et des manipulations et du partage, c'est les couches plus haut. Donc, je pense que ça va être la criticité des services auxquels on va avoir recours qui va faire que on va tirer vers le haut le bon cadrage des couches inférieures. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes probablement ouverts sur certains éléments et pour l'instant, il n'y a pas de conscience majeure sur les risques encourus, mais plus les risques seront compris et plus on verra en fait les pistes de travail et d'évolution qui vont s'élaborer et qui de toutes les manières, on ne va pas réinventer la roue. Il faudra solidifier chacune des couches des échanges et des collaborations. Parce que quelque part, tout cela est géré par Internet. Internet est là pour faciliter les échanges instantanés ou moins instantanés. Et ça va être la criticité des informations manipulées qui va tirer le tout vers le haut, ou bien qui va créer de nouveaux usages qui seraient de ne pas utiliser ce type de canaux, si jamais on n'est pas sûr, du fait de la sensibilité de l'information manipulée, de leur fiabilité. Très clair, merci, c'est très clair en effet. Naoufal, si on regarde la question des compétences, qui est un sujet que beaucoup d'intervenants ont évoqué comme étant un sujet assez structurant, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on s'assure de mettre en œuvre les conditions favorables au fait de développer réellement ces compétences qui sont encore rares, on voit ce que disait Wanilo il y a un instant, d'avoir ces compétences qui sont encore rares en Afrique autour de tout ce qui est cybersécurité. Effectivement, je pense que c'est finalement cette question-là est la question primordiale finalement de cette discussion parce que, in fine, on peut avoir toutes les technologies du monde, on peut avoir toutes les procédures, tous les process qu'on peut mettre en place, mais sans un capital humain spécialisé, capable de pouvoir mener bien, on ne va pas pouvoir y arriver. Et je pense que sur ce volet-là, surtout la cybersécurité, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que sur le continent africain, je dirais le nombre de ressources spécialisées est vraiment assez bas et qui n'est pas du tout aligné par rapport aux besoins de plus en plus pressants au niveau des différents pays du continent, puisque c'est un sujet aujourd'hui, comme j'ai dit, d'actualité et commence vraiment à s'amplifier au fur et à mesure. Je prends juste à titre anecdotique ce que M. Omar a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le temps, les métiers classiques qu'on avait tous, un fils pouvait s'imprégner de ce que fait son père par une sorte de transfert de compétences. Si on prend la cybersécurité, malheureusement, la même personne en 2019, vous la prenez, si elle fait aucun training, aucune formation, aucune mise à jour, en 2020-2021, il sera complètement largué et il sera pas du Exactement, et ça serait compliqué. Ça sera très compliqué pour lui. Donc, on est face à une filière, face à un domaine d'activité qu'il faut sans cesse non seulement être de formation, de background, mais également, je dirais, se former régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle je pense déjà, la raison pourquoi aussi on a ce vivier
qui est assez modeste, si j'ose dire, au niveau de l'Afrique. Pour la simple et bonne raison, c'est que le continent européen et l'Amérique du Nord puisent au niveau des ressources, parce qu'il y a un manque aussi partout, au niveau de l'Europe et au niveau du continent américain. Vous savez qu'en 2021, à partir de 2021, il y aura quelque chose comme 3,5 millions de postes en termes de cybersécurité. Je dirais que ça sera une implosion par rapport à ce segment parce que tout le monde a compris que c'est quelque chose sur lequel il faut investir au niveau des entreprises, au niveau des établissements publics et privés, etc. La preuve en est, et qu'on est en train de faire mûrir les choses et de pouvoir évoluer, vous remontez le temps 5-6 ans en arrière, quand vous partez voir des clients, on se retrouve avec une seule personne, le pauvre responsable de la sécurité du système d'information. Alors que c'est l'angle le plus critique, le plus névralgique du système d'information d'une entreprise. Et dès qu'il est mis à mal, c'est toute l'entreprise qui va je dirais, succomber par rapport à des cyberattaques. Et on a vu, chaque jour qui passe, il y a je dirais, des mastodontes qui se sont fait avoir parce que, encore une fois, la sensibilisation du capital humain est extrêmement importante. Quand bien même vous pouvez mettre les dispositifs de sécurité, toute la complexité de cette architecture-là, sans l'homme, malheureusement, ça reste le maillon faible de cette chaîne-là. Et c'est pour ça que, pour pouvoir un peu améliorer les choses, je pense que d'abord, il faudra une réelle volonté politique au niveau de tous les pays pour pouvoir un peu démultiplier les filières de formation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que toutes les écoles d'ingénierie, toutes les universités doivent absolument avoir une filière de cybersécurité pour pouvoir, je dirais, multiplier le nombre de ressources et avoir, je dirais, assez de compétences au niveau du marché local. Deuxième chose aussi, c'est que c'est des formations continues aussi au sein des entreprises spécialisées et on sait très bien qu'il n'y en a pas des masses. Donc, il faudra vraiment, mais je pense qu'il y a une certaine fierté au niveau de ce continent, puisque sur un certain nombre de pays, que ce soit le Maroc, le Sénégal, le Bénin, la Tunisie et autres, on a quand même des sociétés et des compétences extrêmement, je dirais, valorisées, non seulement au niveau du continent, mais même au-delà du continent. Et il y a même des entreprises qui travaillent et qui rayonnent non seulement au niveau local, mais au niveau du continent africain et quelquefois même avec des missions qui sont au niveau de d'autres pays autres en dehors du continent. Donc, on doit aussi, je dirais, multiplier également tout ce qui est, je dirais, concours et événements qui soient pilotés par des entreprises pour pouvoir un peu essayer de dénicher les perles rares parce que, il faut le dire, surtout, je dirais, le domaine de l'IT, avoir des compétences et des profils pointus en termes de cybersécurité avec des gens qui sont capables de faire du pen testing, avec des gens qui sont capables de pouvoir évaluer les vulnérabilités des systèmes pour pouvoir pénétrer des systèmes d'information, ça ne court pas les rues. Donc, il faut vraiment, c'est comme dans le football. Lorsque vous avez un club qui fait entrer des jeunes, il essaye de mettre le maximum pour pouvoir essayer, après quelques années, de pouvoir trouver le futur Messi ou le futur Ronaldo. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faudra essayer de faire pour pouvoir un peu. Mais je pense sur un autre aspect extrêmement important, c'est peut-être voir la fiscalité par rapport aux entreprises spécialisées dans la cybersécurité pour pouvoir les aider encore mieux à pouvoir se développer parce que c'est des investissements quand même assez lourds, que ce soit les formations, les certifications internationales reconnues à l'échelle internationale. Donc, il faudra une certaine, également, pourquoi pas, trouver aussi, faire des écosystèmes, genre comme les technoparks, etc., pour des startups spécialisées dans les cybersécurités, avec aussi un accompagnement, pas seulement du gouvernement, mais un accompagnement par aussi des associations privées. Si je prends le Maroc, par exemple, on pourrait très, très bien parler d'accompagnement de la part de la CGEM, de la part de la PEBI, de la part de l'OSIM, etc., pour pouvoir développer ce vivier. Et ça je dirais, on doit le dupliquer un peu partout au niveau des différents pays du continent afin de pouvoir se doter des moyens humains et un capital humain extrêmement qualifié pour suivre la tendance et pouvoir, je dirais, répondre favorablement aux impératifs de sécurité du continent. Ouais, merci, c'était effectivement très clair. Et il est clair que le capital humain et fiscal est aussi un enjeu important. Alpha, pour conclure, j'ai peut-être une question pas facile. Quel est, toi, ton degré de confiance dans la capacité des pays africains, du continent, à garantir cette sécurité des données? Est-ce que tu es confiant ou pas? Alors, écoute,
Je ne vais pas faire de la langue de bois, mais je vais te répondre oui, je suis confiant. Je suis confiant pourquoi il y a deux points. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les deux aspects de la gestion des données, que ce soit le stockage. Donc là, Naufal connaît mieux que moi les systèmes de stockage des données, il est expert là-dedans. Donc le stockage, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans plusieurs pays africains, je vais en citer quelques-uns, je pense qu'il y a eu le Bénin qui a commencé à inaugurer son data center il y a un mois ou deux, si ma mémoire est bonne. Et il y a d'autres pays, le Sénégal a suivi, je crois qu'il y a 15 jours, le data center à Diamniadio. Je pense que le Maroc est déjà beaucoup plus avancé en termes de disponibilité d'outils ou de data center dans le pays. Et d'ailleurs, je cite souvent le Maroc parce que Atos, nous avons en Afrique 2600 collaborateurs. Et sur les 2600 collaborateurs, nous en avons 1600 au Maroc. Donc, et le Maroc a démarré depuis plusieurs années un certain nombre de politiques du numérique qui, pour moi, sont des modèles. Donc, je ne fais pas la publicité du Maroc en l'occurrence, là, mais c'est juste factuel. Et donc, je suis confiant au fait que les États ont compris l'enjeu. Et la preuve, c'est effectivement partout le développement de ces data centers nationaux. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas, et on l'a dit, et mes collègues panélistes l'ont dit très bien. Il ne suffit pas d'avoir l'endroit où les données sont stockées. Encore faut-il s'assurer que ces données sont traitées, gérées et organisées par des entités qui sont aussi des entités qui appartiennent dans le périmètre de souveraineté du pays, ou en tout cas en partie. On ne pourra jamais le maîtriser à 100%, et ça revient donc sur le deuxième volet que je évoquais tout à l'heure, c'est la capacité, et je pense que ça a été dit plusieurs fois, je ne vais pas répéter, mais nous, notre ambition, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille et pour laquelle Atos me donne vraiment le pouvoir de prendre des décisions, nous allons développer des centres de cybersécurité au Sénégal, on en a déjà au Maroc, on va développer aussi. Et ça, pour développer les compétences et s'assurer que cette activité, ce secteur d'activité dans l'informatique est un secteur d'activité qui est aussi maîtrisé par nos ingénieurs en Afrique. Et vous savez que c'est un sujet particulier. Atos est le numéro 2 mondial en termes de cybersécurité dans les entreprises informatiques, et ça va continuer. Donc c'est un sujet sur lequel en Afrique, on va beaucoup investir. J'ai écouté le Bénin, notre co-panéliste Bénin qui a dit qu'il ne souhaite pas avoir des sociétés internationales qui font un one-shot de projet puis qui s'en vont. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Nous sommes là, nous serons présents au Bénin, nous serons présents au Togo, en Côte d'Ivoire, nous sommes déjà présents dans d'autres pays, je le citais tout à l'heure au Maroc, au Sénégal et ailleurs. Donc, l'enjeu majeur, Jean-Michel, c'est le fait d'avoir les compétences. Mais ça a été dit, et ce que je veux dire moi, c'est que nous, on va mettre le paquet pour les former. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le message est clair, a été très très bien entendu. On arrive à l'heure à la fin de notre webinaire. Cependant, il y avait quelques questions qui ont été posées, beaucoup autour de la formation des compétences, ce qui prouve que c'est bien un sujet important, mais je pense que vous avez bien traité le sujet. Par contre, il y a eu plusieurs questions, et je vais en prendre une seule que je vais concaténer en un ensemble, autour de est-ce qu'il ne faudrait pas une stratégie africaine autour de justement la cybersécurité, de tout ce qui est cloud souverain, autour de tout ce qui est RGDP, etc. Donc, c'est une question que j'adresse à l'ensemble du panel, donc répondre qui veut. Mais on a eu 2-3 questions de ce type. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une meilleure définition au niveau du continent de toutes ces questions en termes de cybersécurité, de cloud, de RGDP? Est-ce que ça ne manque pas un peu de coordination continentale, tout cela? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? C'est par là qu'on conclurons. Si vous voulez, je peux initier la réponse. Alors, j'en serais plus qu'heureux de voir, je dirais, une union africaine avec bon, je ne vais pas dire les 50 pays, mais avec le maximum de pays pour pouvoir faire en sorte d'avoir un cloud, je dirais, unifié africain, avoir une politique stratégique
stratégique de cybersécurité par rapport. Mais encore une fois, je rappelle juste, par exemple, que ce soit le traité de Budapest, que ce soit également celui de l'Union africaine pour la cybersécurité, qui n'ont pas été ratifiés par un très grand nombre, je dirais, de pays, fait en sorte qu'il y a, je dirais, un certain blocage. Et c'est pour ça qu'on a parlé, vous l'avez dit vous-même, Jean-Michel, que la volonté politique doit être d'abord l'initiateur, le catalyseur pour pouvoir, je dirais, mettre l'ensemble de ces pays-là au niveau d'un seul objectif commun, capable de pouvoir adresser ces besoins-là. Et je pense encore une fois, vraiment l'Afrique, le continent africain, regorge je dirais, de capital humain, regorge également de moyens lorsqu'on va se mettre ensemble pour pouvoir les investir de manière beaucoup plus, je dirais, concrète, beaucoup plus optimale, afin de pouvoir dégager, ne serait-ce que aussi par région, parce que quelquefois, il se peut que on pourra travailler de manière régionale aussi. Ça peut aider également pour pouvoir, je dirais, optimiser les ressources, un certain nombre d'éléments. Donc, oui, je suis de nature optimiste. J'espère qu'on va pouvoir y arriver en mettant un petit peu nos égos à côté, en mettant, je dirais, l'objectif suprême qui sera d'avoir cette souveraineté. Encore une fois, je le dis, ça serait utopique de notre part de penser qu'on va pouvoir l'avoir de manière absolue, mais ne serait-ce qu'au moins de pouvoir l'assurer à un certain niveau grâce à, je dirais, une cohésion, une union entre les différents pays. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou nous restons sur cette note d'optimisme non utopique? Alors, je voudrais souligner qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la CEDEAO, qui est un travail non négligeable. Il s'agit au travers du projet OCWARC, qui finit par réponse à la cybercriminalité Afrique de l'Ouest. C'est un projet au travers duquel la CEDEAO réunit les pays de la zone et ensemble, on a tous défini une stratégie régionale de cybercriminalité et de lutte contre la cybercriminalité. Et comme ça facilite, qui a été adopté par le Conseil des ministres de la CEDEAO. Et ça laisse maintenant plus de facilité à chaque pays pour aller rapidement vers l'adaptation à son contexte local d'une stratégie. Et la même chose a été faite pour la politique régionale de protection des infrastructures critiques. Donc, on a déjà une sorte de fêtière comme ça qui facilite pour les pays de la CEDEAO l'adoption de politiques locales, en tout cas sur la lutte contre la cybercriminalité, cybersécurité, et ça prend en compte un peu les compétences aussi et la politique des infrastructures critiques. C'était le petit apport. Merci beaucoup. Écoutez, si plus personne d'autre ne veut compléter, moi je vous propose de rendre l'antenne comme on dit, puisqu'on a un petit peu dépassé. Un grand merci à nos 4 panélistes. Vraiment, vous étiez très directs et très clairs dans vos propos. C'est toujours très appréciable. Et merci à Mamadou Diallo et à Siomag d'avoir organisé ce panel juilletiste. Merci. Un grand au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Michel. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.